Christopher, we support you 100%. I don't care what you did. Love you so much. We love you. And we forgive you, son. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière partie de l'affaire Chris Watts. Si vous aimez mon travail, abonnez-vous. Disclaimer, qu'on soit bien clair, je ne cherche ni à défendre ni à excuser les réactions de Cindy Watts, tout comme je ne cherche pas à attiser la haine envers elle. Il en va de même pour le geste monstrueux et impardonnable de Chris. Tout commentaire insinuant le contraire sera supprimé. Le 5 novembre 2018, la veille de l'audience où Chris plaide officiellement coupable pour les meurtres de sa famille, sa mère Cindy, son père Ronnie et sa sœur Jamie viennent le voir en prison. Pour remettre les choses dans leur contexte, sachez que Ronnie et Cindy Watts n'ont pas pu voir ou parler à leur fils depuis le jour où celui-ci a avoué et a été mis en prison, donc le 15 août dernier. Cela fait donc 3 mois qu'ils sont sans nouvelles de lui, mais on reviendra dessus plus en détail plus tard. Donc ils arrivent finalement à la prison ce 5 novembre et les avocats de Chris leur apprennent que leur fils va accepter le plaidoyer de culpabilité pour tous les chefs d'accusation, se reconnaissant donc coupable d'avoir tué sa femme et ses filles, à l'inverse de ce qu'il répète à ses parents depuis le début. On peut comprendre qu'ils tombent des nues et qu'ils ne comprennent pas, voire qu'ils pensent qu'il s'est passé quelque chose qu'ils ignorent. J'aimerais juste dire que nous ne devons pas oublier que nous sommes tous des êtres humains, malgré tout, et n'oublions pas que cette femme a perdu ses 2 petites filles et que son fils adoré va passer le reste de sa vie en prison. Voici la vidéo de l'appel entre Cindy et son fils. Hi. Hey. You look good. You too. Do you know how much you're loved? Do you have any idea? I love you too. Chris, we love you so much. And we will never, ever, ever abandon you. Do you hear me? Thank you. It's me and you. Oh, okay. And it has a saying on the back of it. A mother's love. You mean so much to us, Chris. This isn't what I wanted for you. This isn't what I wanted either, trust me. I know, hon. I don't know what happened, but I will never, ever stop loving you. Ever. Is there anything we can do? Just your love and support is all I need. Honey, you've got that. You've got that. Oh, honey, you don't know how much support you had out here. So many people supported you. So many still support you. Ok, donc on voit bien que ce qu'il a fait n'a rien changé quant à sa vision de lui, et c'est important à noter, car ce n'est pas surprenant dans ce cas qu'il se considère comme quelqu'un qui a juste fait une bêtise une fois dans sa vie. C'est ce qu'il dit dans son interview en février 2019, je cite « Mes avocats voyaient, eux, que j'étais différent et savaient que c'était un incident unique pour moi. » Wish I could ask you more. Maybe one day? Maybe one day, just not now. No. No. But this is what you want? Yeah, this is my decision. This is what I'm gonna do. Now, this nightmare has to be over for everybody. No. You have to remember we're strong. I know. This is my decision, though. But don't ever confess to something you didn't do. I know, but this is my decision, though. This is all me, okay? I was not pressured into anything. This is my decision.
Vous remarquez qu'il ne dit pas clairement « je l'ai fait, j'assume ». Il dit « c'est ma décision, que la mienne ». J'ai l'impression qu'il entretient un peu le flou dans lequel est sa mère sur le réel auteur des faits. I've been the service on Sunday. Oh my gosh, it was so pretty. Everything was decorated so nicely for Halloween, and we had crosses made for each of them. I had bought a CD player at Walmart, and they put the CD in, and it kept skipping and it kept skipping and kept skipping. And Monica said, "Okay, that's little Cece." She is over there messing with that CD. Vous voyez comme elle lui raconte le service funéraire comme s'il avait manqué ce moment parce qu'il était malade et cloué au lit, et pas parce qu'il était en prison pour meurtre. Elle met complètement de côté ce qu'il a fait, ce qu'il est, pour continuer à le voir comme elle pense qu'il est, ou comme elle veut qu'il soit. Stay strong. I am. Promise me. I will. Promise me. I can't lose you. I won't do anything like that. No, I can't lose you. I want you, if this is your decision, then you get in there and you make something. Your story's not over. It's just another beginning of something else, Chris. But your story does not end here. It doesn't end here. You are made for something else. Then I don't know what it is yet, but you are someone that I always felt that you had a pure heart. A pure heart, a good soul. No one could ever say anything bad about you. You were the kindest person there ever was. Et c'est d'ailleurs une explication qui reviendra souvent dans les paroles de Cindy. Elle s'accroche au fait que son garçon a toujours été gentil et parfait, donc que ce geste était totalement contre nature pour lui. Donc si difficile à croire. We all will get through this together. Okay. You, me, Ronnie, Jamie, all of us will get through this together because we love you so much. I love you too. I don't care what you did. I love you so much. Je pense que ce qu'elle entend par là, c'est que rien ne peut changer la perception qu'elle a de lui, parce qu'elle a beaucoup trop besoin de continuer à le voir comme elle veut qu'il soit. Après, évidemment que dire ça est inacceptable. Même si elle ne croit pas qu'il a tué ses filles, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a tué sa femme. Donc c'est vraiment quelque chose d'horrible à dire. I want you guys to, to still feel like you can live a normal life too, Well, I know. This, and we will. For you, I'll do that. For you, I will do that. Because, there's still going to be, anniversaries, birthdays, holidays, I want you guys to still live like it was, like this wasn't going on, okay? Okay. On dirait qu'il veut se faire passer pour un martyr, un soldat qui se sacrifie pour la nation. What pictures did you choose for the service? And then the one with Bella at the splash pad where she was wrapped up in the blanket. Mm-hmm. And she looked so peaceful, so solemn, mm-hmm. just serious, just like you. she was just you. Yeah. She was you. She was you. And I know it's so hard for you. I know it's so hard for you, Christopher. I can see it. I can see it in your face. I can see it in your eyes. You will get through this. Elle était toi. Ça prouve qu'elle ne pense pas une seconde qu'il a pu faire du mal à sa fille, qui pour elle était son double. Elle ne dit pas « elle te ressemblait tant » ou « elle était ton portrait craché ». Non, elle dit « elle était toi », comme si le père et la fille ne faisaient qu'un et qu'à partir de ce constat, impossible que son fils lui ait fait du mal. Cette interview date du 13 novembre 2018. Pour remettre les choses dans leur contexte, nous sommes donc une semaine après la visite à la prison et après que Chris ait accepté le plaidoyer de culpabilité, donc une semaine après qu'il ait admis avoir tué sa femme et ses filles. L'audience de détermination de la peine aura lieu quelques jours plus tard, le 19 novembre. On saura alors si Chris est condamné à mort ou à la prison à vie. I wake up every morning just crying, thinking this is not going to be what's going to happen every single day.
it's just so hard to get through it. I just don't know how to get through it. Tell me about his childhood. Did he play sports? Was he in scouts? What kinds of things did Yes, did he do? played sports. He played sports from the time he was 5 years old up until he was 17. And he was in basketball, he was in baseball, he was in football, and loved NASCAR. He and his dad went to the NASCAR races all the time. Loved sports. And he was a good kid. Had two best friends, and that's who he grew up with, and still are friends with them today. And there's nothing that would have predicted any of this could have ever happened. Yeah. Nothing in his childhood at all. I would have never in a million years thought something like this could happen to him at all. You didn't see things like him getting into fights? Or... No fighting. He was quiet, and he got along with people, and he didn't start anything, and he was a perfect teenager, tell you the truth. He did not even rebel. C'est ce que je vous disais dans la première partie. C'est le dernier fil auquel se rattache Cindy, que son fils a toujours été un gentil garçon qui n'a jamais fait de mal à personne, donc que son geste est vraiment incompréhensible. He wanted to go to NASCAR Tech. We made that possible for him. What did he do after he finished school? He worked at the dealership as a service technician and was making good money and loved it. He bought a toolbox, and he started buying his tools, and enjoyed it. He was doing well. When and where did he meet Shanann? They met, and he liked her, she liked him, but I don't think that was love at first sight or anything. Regardez comme son expression faciale a changé dès qu'elle s'est mise à parler de Shanann. On voit clairement du dégoût sur son visage. Elle ne peut pas s'en empêcher. Cindy est un livre ouvert. They took a little while and I guess got to know each other and, dated. It was always a little strange that she always said a lot of things about Chris in front of me that I didn't like. Like, this isn't the kind of person I would date. He doesn't know how to do this, or he doesn't know how to do that. He looks like a skater boy. Look at his hair. Look how much stuff he puts on his hair. It was just on and on and on, and I just got a bad feeling. And they got married in 2012. Did they get married in North Carolina? They did. Mm-hmm. How was that? Oh, we didn't attend. Really? Mm-mm. We didn't attend because Shanann and I just couldn't get along, and I didn't like the way she treated him. Chris nous donne plus de contexte dans son interview dont nous avons parlé dans la partie 4 de cette affaire. Il raconte qu'en fait, en octobre 2012, ils sont allés au Colorado pour fêter Thanksgiving chez des amis et qu'ils ont tellement adoré le coin qu'ils ont décidé de s'y installer. Puis ils sont rentrés en Caroline du Nord pour se marier le 3 novembre 2012 et annoncer la nouvelle à leurs proches. Et déjà que le courant passait mal avec Shanann, on parlera du pourquoi plus en détail dans la suite de cette vidéo, mais du coup la famille de Chris s'est dit qu'elle emmenait Chris loin exprès pour l'isoler de sa famille, donc ils ont décidé de ne pas venir au mariage. What do you know about their marriage and their issues? Oh, very little. Very little. You can only observe. I could only observe what I saw when I was around them. Christopher always seemed anxious, and he when she needed something, he would run. He wouldn't walk, he would run, he would get it. He just always seemed to be right there at her beck and call.
Souvenez-vous, dans la partie 4, c'est exactement ce que raconte Chris aux agents. Il leur dit, je cite, « Je me sentais juste tout le temps stressée, comme si je ne pouvais pas vraiment être moi-même. » Alors que personne ne l'a forcé à épouser Shannan, mais bon. Pendant cette interview, Chris raconte d'ailleurs leur premier rendez-vous et dit qu'il n'a rien pu avaler tellement il était nerveux et qu'elle lui a fait remarquer en disant « Tu picores comme un oiseau ». Il raconte que des mois plus tard, elle l'a fait remarquer à ses parents à lui en disant qu'il ne mangeait rien, ce qui a choqué Cindy et Ronnie qui ont répondu, je cite, « Curieux, normalement il mange comme une poubelle ». Donc avec tous ces signes, peut-être que ses parents se sont dit que quelque chose n'allait pas ? Chris poursuit en disant qu'il était nerveux, qu'il tremblait tout le temps, mais qu'il a persisté à la séduire car il l'appréciait vraiment, au point d'organiser ses médicaments dans leur boîte, de l'emmener à ses rendez-vous médicaux, de réparer sa voiture, bref, d'être toujours auprès d'elle. D'où le ressenti de Cindy, je pense. And did that seem odd to you? Or? Very odd. It was very odd. He just seemed nervous. So how much did you see them over these last 6 years? Probably twice a year. We would go up there. Did you stay with them, or? Yeah, we would stay with them and stay a week and then come back home. Tell me about Bella and Celeste. Oh, Bella was just like Chris, just like him, shy, cautious, conservative. Voilà, la première chose qu'elle dit, comme pendant l'appel à la prison, c'est que Bella était comme Chris. C'est curieux qu'elle ne lui accorde pas de personnalité à elle. Mais encore une fois, je pense que c'est inconsciemment pour réfuter la possibilité que Chris ait pu faire du mal à sa fille qui lui ressemble tant. Cece was a ball of fire. I mean, she was fearless, completely fearless. She just loved to run. So they were wonderful. It breaks my heart to know that they're not here. They were beautiful children, beautiful children. What did they call you? Mimi. Mimi? And how about Ronnie? What did they call? Papa. Do you think Chris loves Shanann? Oh God, he loved her. Yes, I believe he loved her at first. I believe he did. But I think as the years went on, I think it just being in that kind of a relationship, which the social worker even said that marriage should have ended a long time ago. Vous voyez, pour eux, Shannan était abusive envers Chris. Elle le contrôlait et il était malheureux. Je pense que c'est réellement ce qu'ils croient. Et comment peuvent-ils penser le contraire quand la dernière fois qu'ils voient leur fils en liberté, il leur dit qu'il a peur de ce que pouvait lui faire Shannan et met ses pensées par écrit en disant, je cite, « À qui de droit, si quelqu'un tombe sur cette lettre, sachez que jamais je ne ferai de mal à ma femme, mes filles ou moi-même. Si quelque chose m'arrive, s'il vous plaît, enquêtez sur ma femme. » D'ailleurs, Ronnie a dit à son fils de plaider le trouble de stress post-traumatique complexe qui survient généralement lorsqu'un événement traumatisant dure longtemps ou qu'il se répète sans que la personne puisse fuir ni se protéger. Donc je pense vraiment que pour eux, Chris était maltraité et en danger. Shanann's pregnancy and was... What did Chris tell you about that? Was he excited? No, I don't think he was. I think it was a shock to him, and he said that they have been talking about divorce, that they are not compatible anymore, and he was not happy anymore, and I finally thought he's finally seen the light. And I take it Chris had never been in trouble with the law? Never. He's got one speeding ticket and didn't even know about that. À nouveau, elle veut démontrer que Chris n'est pas violent, que ce n'est pas dans sa nature. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre ici, que pour eux, après tout, non seulement Chris n'avait aucun antécédent de violence au cours de sa vie, mais il n'avait même aucun antécédent d'acte répréhensible de quelque nature que ce soit, à leur connaissance. Tell me what happened when they were reported missing. What did you find out? How did you find out? Who told you? I think Ronnie called me. Ronnie called me and said that they're missing, and I thought, I don't believe it. I didn't believe they were missing. I believed that she was going to punish Chris. She was just going to punish him, take the girls, and just punish him. I had no idea
of anything else. Christopher called and said, "Mom, they're searching the house." I said, "Okay, that's fine." I mean, and I still was not worried. I was not worried. I just thought Shanann had run off with girls. So walk me through the sequence of events over the next few days. Did you and your husband travel to Colorado? Ronnie did. Okay. Ronnie did. And I mean, Christopher let everybody come in. Her phone is there. Her purse is there. Everything is there. But there's no kids and there's no Shanann. And I was not worried. You know, I thought, she has just gone off and I'm going to punish you for this and you can worry about me. But when Christopher called us and he said, I said, "Do you want us to come down now?" He said, "Tell Dad I need him. Tell Dad I need him to come down." I said, "What about me?" He said, "No, Mom, just stay. Just send Dad." And he picked him up at the airport and they drove to the police station. And Chris still didn't say anything to him. Nothing. He had already been interrogated 7 hours prior to that. He had already let the police go into his home, search everything. He was going in for another interrogation. Lors de son interview en février 2019, dont nous avons parlé dans la partie 4, les agents demandent à Chris si lui et son père s'étaient mis d'accord sur le plan pendant le trajet. Chris répond que non, que son père avait seulement envie de parler du dernier match de foot, qu'il était comme ça, qu'il préférait éviter les sujets difficiles. Donc j'ai l'impression que Cindy insinue que pourquoi Chris, qui a demandé à son père de prendre l'avion pour le soutenir, n'a-t-il pas profité de ce moment en tête-à-tête pour tout lui révéler, s'il avait vraiment fait ce dont on l'accuse? The next thing, after 5 hours, they called Ronnie and said that your son wants to talk to you before he tells us anything. And that's when Christopher broke down and cried and said, "I'm sorry, Dad." He said, "I went into a rage and I killed her after she killed Cece and Bella." And he found out where he is and then they wouldn't let him see him. He couldn't see him. And so he was going back to the airport when his public defender called him and told him to come back. And that's when Ronnie met his public defender. And so talked to her for a while, and they kept in touch with us and let us know what's going on. And then what was the next update that you got? Was it? The next update I got was Ronnie called Jamie and told them they found their bodies. And they rushed over here. Nobody told me anything until they walked through the door. And they told me what happened, and I just fell to the floor. I just fell to the floor. It was unbelievable. And it's been unbelievable ever since. And Pour faire l'avocat du diable, quand on se met 2 minutes à sa place, ça a vraiment dû être traumatisant pour elle aussi. Je veux dire, d'après la chronologie qu'elle a vécue, elle raconte que son fils l'a appelée pour expliquer que Shanann et les filles avaient disparu et demandé à ce que Ronnie vienne le soutenir. Et qu'en plus, il lui dit de rester en arrière, de n'envoyer que son père. Puis se passe 1 ou 2 jours, Ronnie ne lui dit rien de ce que son fils lui a confié. Il retourne en Caroline du Nord et avec sa fille aînée, ils lui apprennent la nouvelle. Elles ne sont pas seulement disparues, elles sont décédées et on vient de retrouver leur corps. Ça aurait été traumatisant pour n'importe qui, il faut l'avouer. What did his attorneys tell you about contact with him, starting with his None. arrest? No contact. Everything is recorded. No contact. No letter writing. I didn't see the harm in the letters. Hi son, love you, keep fighting. We are here to support you. What is wrong with that? What can the DA do about letters like this? Why couldn't we just write him a letter? We did what we were told to do. When they called us to tell us that Chris was thinking of a plea, that he wanted to speak to us about it,
And when we got down there, it was a lie. They wouldn't let us talk to him about anything. And then we had to talk to him through a screen and a phone. And he just looked, he was crying. I mean, he wasn't crying. You could see the movement in his mouth that when I talked about Bella and I talked about Cece and the memorial service that we had for them. And he asked what pictures did we use, and what was the song. You can see how he was trying to hold back tears. What day was that? Do you remember? Well, we flew in on that Monday. We flew in on Monday, and we saw him Monday night, and then the plea deal was on Tuesday. So Monday night was when you wanted to talk to him about it? Yes, and we weren't allowed. And it would have helped us so much to be able to talk to him. I wouldn't have to go through all this now. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Ils n'ont pas eu le droit de communiquer avec Chris du tout. Et quand elle raconte qu'il a demandé quelles photos ils avaient utilisées pour le service funéraire des filles, à mon sens, c'est pour accentuer à quel point il est un bon père. Parce que je pense sincèrement que Cindy voit plus ou moins son fils comme un héros, celui qui a voulu défendre l'honneur de ses filles en vrillant de rage et en tuant le meurtrier. Vous ne pensez pas? Everything just seems to be shrouded in secrecy. And just tell us what is going on. Let us ask Chris if it's okay if you talk to us. Ronnie et Cindy Watts ont donné une interview à deux la veille de celle-ci. Impossible de la retrouver en ligne, mais je suis tombée sur une retranscription et ils disent notamment qu'ils avaient beaucoup de questions à poser à Chris après qu'il ait avoué avoir tué Shannan. Questions qui sont donc restées sans réponse au moment de cette interview, puisqu'ils n'ont pas eu le droit de les lui poser. Ils disent que Chris leur a dit, je cite, « Je suis désolé, j'ai perdu la tête, je suis entré dans une colère noire et je l'ai tué. Je suis vraiment désolé, j'ai gâché ta vie, j'ai gâché ma vie. » Et quand elle dit que tout était entouré de secrets, je vais apporter quelques précisions. Le 13 novembre, donc environ une semaine après la visite en prison, les Watts, par le biais de leur avocat, envoient un courrier au juge qui résume parfaitement l'état d'esprit dans lequel est Cindy pendant cette interview. Je vous le lis. Depuis l'arrestation de Chris, toute sa famille s'est vue refuser tout contact avec lui. Ils ont tenté de le contacter par téléphone, par courriel et en personne, mais le bureau des défenseurs publics les en a empêchés à chaque fois. La nuit précédant l'audience, ils ont été autorisés à lui rendre visite pendant 30 minutes chacun, et c'était le premier contact qu'ils ont eu depuis son arrestation. Au cours de la réunion, sa mère a tenté de lui demander si ce plaidoyer de culpabilité était ce qu'il voulait vraiment, et l'avocat présent lui a dit « Ne lui posez pas cette question ou nous mettons fin à cette merde maintenant ». La famille s'est sentie menacée et intimidée alors que tout ce qu'elle voulait, c'était voir leur fils et s'assurer que c'était bien ce qu'il désirait, puisque ce n'était pas ce qu'il avait avoué à l'origine. La famille a le sentiment que Chris a été contraint de faire ses aveux. Il a été isolé pendant 3 mois et n'a eu de contact avec personne, à l'exception des avocats et de ses geôliers. La famille pense que l'avocat commis d'office lui a dit qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter cet aveu et qu'il a donc accepté son sort. Cependant, ils ne connaissent pas vraiment les faits, puisqu'ils ne sont pas autorisés à parler à Chris. Depuis l'audience du 6 novembre, la famille a appelé le bureau du défenseur public à de nombreuses reprises et a été redirigée chaque fois vers un travailleur social. La famille de M. Watts estime qu'il a été contraint, que ses droits constitutionnels ont été bafoués et plus encore, tout cela dans le but de clore rapidement cette affaire. Elle souhaite qu'un nouvel avocat s'entretienne avec Chris afin de déterminer s'il s'agit d'un véritable aveu ou d'un aveu consécutif à un traitement inhumain de la part du bureau des défenseurs publics. Si on ne leur avait pas refusé l'accès à Chris, ils ne seraient pas obligés de vous contacter pour obtenir une justice équitable pour leur fils. I just don't like the way it was handled from the very beginning. I don't like the way it was handled. I want to save your life, that's all. We're just here, we're going to save his life. We want him to get life in prison. It was like they already knew he was guilty. And this was the end of it. Were you worried about the death penalty being a possibility? No, I didn't care about the death penalty. Nobody's going to die in Colorado. I don't think anyone has, one person? And Colorado is changing. So people stay on death row forever. I think he'd be safer on death row.
And her parents said they didn't want any more death. So I don't see how the death penalty could have mattered. Pour information, la peine de mort au Colorado a été abolie par une loi signée le 23 mars 2020. Cindy fait référence à Gary Davis, exécuté le 13 octobre 1997 par injection létale pour le kidnapping sous les yeux de son enfant, le viol et le meurtre 10 ans plus tôt de sa voisine, Virginia May. Et en effet, ce fut le seul prisonnier exécuté entre 1975 et 2020, année de l'abolition. Il y avait dans le couloir de la mort 3 autres condamnés qui ont été graciés et dont les peines ont été commuées en prison à vie. Quand elle dit « Je pense qu'il serait plus en sécurité dans le couloir de la mort », elle insinue que Chris n'est pas en sécurité dans une prison normale. Car comme je l'ai expliqué dans la partie 1 et 4, Chris est ostracisé par les autres détenus qui sont violents avec lui, et il doit faire l'objet de mesures de sécurité particulières. Donc pour eux, Chris compris, il a de grandes chances de mourir en prison, tué par un autre détenu. Chris le dira également plus tard dans une interview en février où il raconte que quand il était en maison d'arrêt, attendant sa sentence, il a prié chaque jour pour qu'on l'éloigne du Colorado parce que les autres détenus disaient qu'il y avait un contrat sur sa tête. D'après Chris, ils lui ont dit que s'il allait dans une prison au Colorado, il tiendrait 1 semaine et il serait mort à cause des gangs. All I want is the truth. I just want the truth. That's it. And I know Chris, he would take responsibility, and I guess. Bon, elle oublie qu'il a été attrapé et pas qu'il s'est rendu à la police de son plein gré. Maybe he is. I don't know. I don't know. I just can't see him doing that. What do you think the truth is about how Shanann, Bella, and Celeste died? Oh God, I don't know anymore. Honestly, I don't know his frame of mind, and I don't know his frame of mind, because why would you plead guilty to something you didn't do? And that's all I want to know. Why would you plead guilty if you didn't do it? If you told your dad you didn't do it? And that's what I want to know. And they said, well, you'll find all that out. Christopher will talk to you when and after he's sentenced. Well, isn't that too late then? I mean, isn't it too late? What if he tells me, no, I didn't do it? I just took this plea deal because they told me I was going to go to jail anyways. I just want the truth. All of us just want the truth. That's all. But I would like to know what triggered it. How can a normal young man, and he's normal, he was normal, but he wasn't evaluated when he came into the system. He wasn't normal if he did this. Encore une fois, elle ne peut pas imaginer son fils, qui a toujours été normal, faire quelque chose pareil, même sans parler du sort des filles. Rien que tuer sa femme Shanann reste un mystère pour elle, et pour être honnête, ça peut se comprendre, c'est contraire à sa nature, et même les enquêteurs ont dit, je cite, « Chris ne rentre pas dans le moule ». Et quand elle dit qu'il n'a pas été examiné, elle fait référence, à mon avis, à une théorie qui tourne sur internet à propos des patchs que Chris portait nuit et jour. Je m'explique. Chris et sa famille ont reçu des lettres de gens leur disant que les patchs Thrive n'ont pas été approuvés par la FDA, la Food and Drug Administration, l'équivalent de notre Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, et que d'après eux, ils peuvent altérer l'esprit de quelqu'un. Chris a raconté dans son interview de février que les patchs dus au burn, ceux qui étaient plus axés sur la perte de graisse, lui donnaient l'impression de s'entraîner toute la journée, même si ce n'était pas le cas. Qu'apparemment, il lui est déjà arrivé de s'endormir en plein milieu d'une conversation, d'après Nikki, et de se réveiller ensuite comme s'il n'avait jamais su qu'il s'était endormi. Il dit qu'il se sentait différent quand il portait ses patchs, qu'il avait l'impression de pouvoir tenir de plus en plus longtemps chaque jour. Il pense qu'il dormait environ 3 heures par nuit. Est-ce possible, ou est-ce que les patchs ont plus un effet placebo qu'autre chose ? L'effet placebo correspond aux résultats psychophysiologiques positifs constatés après l'administration d'une substance ou la réalisation d'un acte thérapeutique, indépendamment de l'efficacité intrinsèque attendue du traitement. Alors, puisqu'il s'agit d'un patch que l'on place sur la peau, pour être efficace, il faut que les ingrédients composant le patch soient capables de pénétrer la peau et d'atteindre la circulation sanguine, c'est ce qu'on appelle l'absorption transdermique. L'efficacité peut varier selon la formulation du patch, le taux de concentration des ingrédients et la technologie utilisée pour l'administration.
Comme on peut le voir sur la page web où est mis en vente le patch dont Chris parle, nous n'avons aucune précision quant à ces 3 éléments. Ce qui est à mon avis très anormal, mais passons. Donc impossible de se positionner. Le site ne fait référence à aucune étude scientifique qui prouverait la réelle efficacité des patchs. Quoi qu'il en soit, nous ne saurons jamais si cette théorie est vraie ou pas. Comme l'a dit Cindy, Chris n'a pas été examiné quand il a été mis en prison. Mais j'ose croire que si ça avait vraiment pu jouer sur son discernement, la théorie aurait été creusée. En tout cas, Chris dit qu'il peut s'identifier à certaines choses, comme les insomnies et le sentiment de s'entraîner continuellement, mais il précise lui-même que ça ne compense pas ce qu'il s'est passé. It must be bewildering. It's bewildering to me. It is. It is absolutely. How does this happen? How did this happen? And I go back in my mind thinking, was there something I didn't pick up with on Chris? But I can't think of anything except he was quiet. It sounds like in your own mind, you're unsure as to what happened. Yes. Have you reconciled the idea that he could have done all of this? Yes. And that scares me to death. It scares me to death to think that he could have done all of this. And I don't want to go there. I don't want to go there right now. But I don't see why he's pleading guilty. I wouldn't. I'd fight. I'd fight to the end. But then you ask yourself, would a normal person dispose of the bodies the way you did? And I would have called 911 if it happened like that. Donc elle le dit elle-même, que l'éventualité que Chris ait réellement tué ses filles l'effraie à mort. Et on comprend, c'est vertigineux d'imaginer ça. Elle ajoute qu'elle ne veut pas y penser actuellement. Et je pense que c'est son mécanisme de survie de ne pas aller plus loin dans la réflexion qu'il a pu faire ça. Elle répète qu'elle ne comprend pas comment ça a pu arriver, que son fils qu'elle connaît depuis toujours n'est pas comme ça. Et pourtant, juste après, elle donne des éléments de contradiction puisqu'elle dit « Pourquoi plaider coupable s'il ne l'a pas fait ?» ou « Pourquoi s'être débarrassé des corps comme il l'a fait ?» Sous-entendu d'après moi que si ça avait vraiment été un moment de rage, comme il dit, il aurait dû appeler les secours après avoir tué Shannan, s'expliquer et laisser les policiers réunir les preuves alléguant sa version. Donc Cindy est perdue, tourmentée, écartelée entre d'un côté les faits et de l'autre ce qu'elle veut croire qu'il s'est passé et ce qu'elle sait à propos de son fils. What would you say to Chris right now if he were sitting here? If we were by ourselves, Yeah. I would say, Christopher, I need to know what happened that night. I need to know what happened. I've got to get these thoughts out of my head, what I think could have happened, but I need to know. And I think in time he will tell me. Probably nothing you ever would have imagined you would have faced. Never. No, and not from the son that I raised and Ronnie raised and our children, you know. We just did everything for them. We worked for them. We wanted them to have a good life, good education, and we stressed education. And they were both doing well. I thought, you know, I knew marriages can be bad, but you can get out of them and go on. But I don't know what was going through anybody's mind that night. C'est peut-être une opinion non partagée, mais personnellement, cette femme me fait de la peine. Je me répète, mais essayez 1 minute de vous mettre à sa place. Du jour au lendemain, son enfant chéri avoue un meurtre. Ça chamboule une vie, quoi que chacun dise. Et encore pire pour elle, c'est de ne pas savoir ce qu'il s'est passé réellement, laquelle des 2 versions est la bonne. Et naturellement, elle a envie de croire celle qui lui permettra le plus de dormir la nuit. Elle veut savoir la vérité, elle a besoin de savoir la vérité. Et je peux comprendre, comment continuer en ne sachant pas ce qui est réellement arrivé ? Ça doit être tellement dur à vivre. On voit qu'elle est en détresse. Puisque c'est quelque chose qui ne m'est pas arrivé personnellement, je ne peux pas expliquer ce que l'on peut ressentir à sa place. Je suis donc allée chercher un témoignage.
Il a été posté par un utilisateur anonyme sur le site de Quora.com. Je cite. En tant que parent d'un fils incarcéré et condamné pour un délit sexuel contre un enfant, je peux comprendre l'horreur qu'un parent doit ressentir lorsque son enfant est condamné pour avoir victimisé une personne innocente pour ses propres raisons égoïstes et contre nature. On ne peut pas y croire. Il ne peut s'agir de votre enfant, celui que vous avez élevé avec un amour inconditionnel et des attentes élevées, celui qui vous a fait des dessins avec écrit « Je t'aime maman » que vous avez accroché sur le réfrigérateur, celui qui riait avec vous lorsque vous l'embrassiez et le mettiez au lit. Vous n'arrivez pas non plus à y croire lorsque le juge dit « coupable » et qu'un officier conduit votre enfant hors de la salle d'audience avec des menottes. Vous n'avez aucun contrôle sur son destin et chaque fibre de votre être vous dit de sauter de votre siège et d'attaquer cet officier parce que votre instinct vous dit que vous devez protéger votre enfant. Vous considérerez toujours ce criminel comme votre enfant et vous êtes brutalement conscient que le reste du monde le considère comme un monstre. Je ne qualifierai jamais l'enfant d'une autre femme de monstre. C'est la chose la plus douloureuse qu'une mère puisse vivre. I mean, I feel too much. I mean, I definitely feel everything way too much and have a conscience that I just feel way too much. What do you want to happen now? What would you hope would happen now? Well, I want Chris to have his day in court. I mean, I need to know. I'd feel wonderful if I could talk to him and he could tell me what happened. And then we can all go on. But if he didn't do it, if he did not do this, then I need somebody to defend him. I need someone to defend him if he did not do this. Do they have the evidence? He's my son. I got to do everything I've got to do everything I can to help, to make sure that he is defended properly. But he said this is his decision, so I don't know. There's doubt. I have doubt that he did it. I can't see that he did it. I just cannot see him doing that as much as he loved his girls. How do you do that? I just don't see it. I just can't see him doing it. I just wanted to make sure that he has, I just wanted a defense. I wanted him to be defended. And you haven't had any discussions with his attorneys about this? No. I asked them, do you know what happened? They said no. We don't. Only person that knows what happened is Chris. Well, then he's told you his story, you know, in the affidavit. They said they would defend him if he wanted to go forward, but he said he didn't want to go forward. And the bottom line is you would have liked to have been part of that discussion with him I would before he have. made that decision. That's what I thought we were going down there for. At least let us talk to him. Let us talk to him. It would have made all the difference in the world if they would have just let us talk to him. If he was going to do this, what difference does it make who's listening? But he has our love. He has our unconditional love. I will never abandon my son. He did a horrible, horrible, if that comes to pass that he did this, then I still love him. He's my son. And I will always love him. And a lot of people don't understand that. And I don't understand that, why they don't. Well, could you talk a little bit about some things we talked about yesterday? You said, you know, I think your exact words were, he's not the psychopath next door. He isn't. He's not the sociopath next door. He's not the psychopath. He didn't kill little small animals. He didn't do any of these things. He was a good child. I didn't see anything. I didn't see anything that was abnormal about him, except he was socially awkward. You know, he had trouble socializing, but so did I when I was younger. I think you learn that as you grow, and I think he felt a little bit more comfortable in his skin, and he just I don't think he just had the right person at his side.
I don't. That relationship was toxic from the very beginning. What would you say to Shanann's family if you could talk to them? God, I'm so sorry this happened. You know, for both our families, because we both lost everything. You know, they lost a daughter, we lost our son. We lost our grandchildren. We all lost. Everybody did. And you'll never get it back. And they were precious. They were so, so precious. Oui, enfin leur fille, elle, est décédée. S'ils veulent aller lui parler, c'est sur sa tombe. Alors que les Watts, ils peuvent toujours aller discuter avec leur fils. À travers une vitre, oui, mais quand même. Et quand elle dit que leur relation était toxique, et par extension que Shannan était toxique, c'est tellement odieux. Par comparaison, voici une partie de l'interview de Frank Rusek, datant du 21 août 2018, une semaine après avoir appris la mort de sa fille et de ses petites filles par la main de son beau-fils. Frank Rusek a déclaré que Chris Watts était un père formidable pour ses enfants, Bella et Céleste. Il a ajouté qu'il n'aurait pas pu demander mieux pour ses petits-enfants et que Chris jouait avec elles, leur donnait le bain et s'occupait bien d'elles. Frank Rusek a déclaré qu'il ressentait la même chose pour Chris en tant que mari de Shannan et qu'il n'avait jamais vu de problème entre eux. Il y a une classe de différence. Apparemment, Cindy a essayé de mettre un peu plus les formes dans cette interview-ci, car dans celle qu'elle a donnée conjointement avec Ronnie, la veille, leur avis était bien plus tranché. Voici ce qu'ils ont dit. Il y a eu beaucoup de questions sans réponse dans cette affaire. Tout s'est passé trop vite, de l'état de l'avancement du dossier au plaidoyer. Cela se résume à « je veux juste la vérité sur ce qu'il s'est réellement passé ». S'il est l'auteur de tous les meurtres, je peux vivre avec. S'il ne l'a pas fait, je veux qu'il se batte pour sa défense, dit Ronnie. Il s'explique. J'ai du mal à croire qu'il ait pu faire du mal à ses filles, quoi qu'il arrive. L'histoire qu'il m'a racontée ce jour-là, je la crois. La façon dont il m'a regardée, la façon dont il pleurait, je le crois. Et Cindy confirme. Il l'a bien tuée, elle, mais les enfants, non. C'est très difficile, très difficile. Je ne peux pas imaginer mon fils faire ça. Il n'aurait pas pu faire ça. Pour faire un parallèle avec une affaire très connue, sachez que c'est exactement ce qu'il s'est passé pour la maman de Ted Bundy, Louise Bundy. Incapable de croire à la culpabilité de son fils, même après l'avoir entendu de sa propre bouche, Louise, qui est décédée à l'âge de 88 ans en 2012, a déclaré après l'aveu de son fils à un journal local que, je cite, « Ted Bundy ne se promène pas en tuant des femmes et des petits-enfants. Notre foi inébranlable en Ted, notre foi en son innocence, n'a jamais faibli, et elle ne faiblira jamais. Ted a été le meilleur fils du monde. » Et je pense que les Watts sont dans le même déni. Ils ne peuvent pas accepter que leur fils soit un monstre. C'est au-dessus de leur force. En psychologie, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est une théorie selon laquelle une personne qui se trouve confrontée simultanément à des informations, opinions, comportements ou croyances qui la concernent directement et qui sont incompatibles entre elles, ressent un état de tension désagréable. Cet état, dit de dissonance cognitive, qui se situe au niveau psychique, conduit la personne à développer des stratégies inconscientes ayant pour but de réduire la dissonance et de se rapprocher de l'état inverse, dit de consonance positive. Et pour les parents Watts, c'est de croire leur fils envers et contre tout. Ils ne peuvent pas accepter que leur fils ait pu faire quelque chose de si inhumain. Et le seul moyen de survivre, c'est de nier. En tout cas, la famille de Shannan ne se laisse pas faire, à l'image de leur fille, et on note leur courage et leur dignité. Quand ils ont pris connaissance de ce que les Watts avaient dit sur leur fille et son mariage dans leurs interviews, ils ont déclaré, je cite, « Shannan Watts était une épouse fidèle et la mère la plus douce et la plus aimante du monde pour ses enfants, Bella, Céleste et Nico. Elle était aussi la meilleure fille qu'un parent puisse espérer. Shannan était une âme merveilleuse. » Tous ceux qui ont connu Shannan savent que c'est vrai. Même Chris Watts le sait. Pourtant, Chris Watts a choisi d'assassiner Shannan, Bella, Céleste et Nico. Chris Watts a choisi de jeter les corps de sa propre famille dans des réservoirs de pétrole. Et Chris Watts a choisi de mentir à ce sujet jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Il a plaidé coupable pour le meurtre de sa famille parce qu'il est coupable. Lundi soir, les parents de Chris Watts ont donné une interview dans laquelle ils ont tenté de défendre leur fils. Ce faisant, ils ont ressenti le besoin de faire des déclarations vicieuses, grotesques et totalement fausses sur Shannan.
Ces fausses déclarations, aussi blessantes et inexactes soient-elles, n'altéreront jamais la vérité sur Shannan, ni sur les crimes commis par leur fils, Chris Watts. La mémoire et la réputation de Shannan méritent d'être protégées. Et sa famille est tout à fait prête à le faire. J'en profite pour vous demander, si vous aimez cette vidéo, d'envisager de vous abonner et de laisser un petit j'aime et un commentaire. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça aide à faire grandir la chaîne et à pouvoir vous proposer d'autres vidéos dans ce style. Merci à tous. Quelques jours plus tard, le 19 novembre 2018, se tient l'audience de détermination de la peine de Chris. Lors d'une telle audience, les victimes ont le droit de dire quelques mots. C'est ce qu'on appelle la déclaration de la victime pour qu'elle puisse exprimer les effets que le crime a eu sur elle. Cindy et Ronnie Watts ont pu faire cette déclaration en se positionnant comme victimes du crime commis sur leur petite fille. Ce qui est la réalité, qu'ils croient que le meurtrier soit Shannan ou non. So that they could tell this court and everyone in this community that the interview content was not their message, that they accept that their son has done this, that they accept that he chose to plead guilty, that he sought and requested their consent and agreement for a life sentence. They appreciate that he is given the opportunity to serve that life sentence. It is his responsibility, it is his sentence, and it is not enough to make up for what has done. We understand and we join the family in that we have questions. We don't know how such a thing could possibly happen, or that a man that was responsible for raising his children and protecting his wife would take the steps that he did, and that he would disregard their bodies and the love that he had for them and they had for him and everyone else, and take the gestures and put this community through the investigation and the discovery and the responsibility of bringing justice. We do not understand that. We do not think it was appropriate. We cannot begin to think that an explanation will ever justify it. We would strongly encourage Christopher Watts to give that full confession in the tone and in the timing that he thinks is appropriate with the guidance of his counsel. We feel that it would be appropriate and helpful to ease the pain and the suffering. But we also say we don't think that there's anything that he can say that will ever account for his behavior. There's nothing that can be done to cure the harm he has caused. And he has the responsibility to serve his sentence with dignity and with regard for everyone, and to spend every breath that he has left in an atonement for what he has done. As your mother, Chris, I have always loved you, and I still do. I hate what has happened. Your father and sister and I are struggling to understand why. But we will remain faithful as your family, just as God remains faithful because of his unconditional love for us all. We love you, and we forgive you, son. Est-ce que Ronnie et Cindy admettent l'entière culpabilité de leur fils dans cette déclaration uniquement car ils sont devant le juge? Le pensent-ils vraiment? Ont-ils fini par accepter l'inacceptable? On sait que Cindy et Ronnie Watts pensent ou pensaient que leur fils a été obligé ou qu'il s'est senti obligé d'accepter sa culpabilité pour toutes sortes de raisons, dont notamment éviter la peine de mort, penser qu'il n'y a aucune autre solution, avoir été malmené par la police et parce qu'il ne voulait pas entraîner sa propre famille ni celle de Shannan dans une longue procédure judiciaire. Quelques mois plus tard, Chris viendra d'ailleurs plus ou moins confirmer cette dernière version, car c'est la raison qu'il donnera aux agents en février 2019, bien qu'il admettra dans la même conversation que c'est bien lui qui a tué ses filles. Si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie à la vidéo sur la partie 4. Donc à partir de là, que croire? Qui croire? Chris dit qu'en février 2019, ses parents croyaient toujours que Shannan avait tué les filles, alors même qu'il leur a dit qu'il avait plaidé coupable pour une raison. Peut-être à l'époque n'avait-il pas encore assez d'éléments de réponse de la part de Chris pour enfin croire ce qu'il raconte? Chris en tout cas a affirmé aux agents en février qu'il allait tout révéler à ses parents la prochaine fois qu'ils viendront le voir à la prison, soit en mai ou en avril 2019. L'a-t-il vraiment fait? On ne saura jamais. En tout cas, qu'il l'ait fait ou pas, cela n'a pas empêché Cindy de retomber dans ses vieux travers et à nouveau s'en prendre à Shannan.
Bon, petit disclaimer, ce livre n'est pas disponible à la vente. Je l'ai trouvé sur internet via différentes sources, notamment le site truecrimerocketscience.com. Ce dernier affirme que, je cite, « L'auteur m'a accordé l'exclusivité de l'utilisation et des droits ». Il a donc mis en ligne les 3 premiers chapitres du livre. Donc on va partir du principe que c'est bien Cindy qui a écrit le texte que je m'apprête à vous lire. Elle explique que la raison qui l'a poussée à écrire ce livre pour donner son avis sur cette affaire, c'est que quelqu'un s'en serait pris à son petit-fils Wyatt, le fils de sa fille Jamie, qui devait avoir une dizaine d'années à l'époque, en disant que lui aussi allait devenir un monstre, comme son oncle. Et à partir de là, elle s'est sentie obligée d'expliquer en longueur pourquoi elle n'a jamais aimé Shannan. Commençons par l'introduction, je cite. « Si quelqu'un s'était intéressé à moi ou m'avait demandé il y a 10 ans ce que je voulais, je lui aurais répondu que j'avais déjà tout ce qu'il me faut, un bon mariage avec un homme bien et 2 merveilleux enfants. » Par « à l'époque », je dois préciser que je veux dire avant que mon fils épouse une femme qui n'était pas faite pour lui et qu'il commence à se perdre, et où nous avons commencé à le perdre aussi. Notre douleur a commencé à ce moment-là, et au cours des 8 années suivantes, notre vie a dégringolé et est devenue plus triste, plus compliquée et remplie d'une quantité croissante de drames et de peurs indésirables, jusqu'à ce que nous finissions par nous retrouver ici, en deuil, brisés en morceaux. 2 de nos petites filles sont mortes. La jeune femme qui était notre belle-fille est morte et sa famille est également dévastée. Notre garçon est à bien des égards aussi perdu pour nous que s'il était mort, notre famille est en ruine et le monde entier semble connaître nos noms et nous haïr. Je n'écris pas ce livre pour demander de la sympathie. Je l'écris parce qu'il y a toujours 3 versions à chaque histoire. La sienne à lui, la sienne à elle et la vérité. Peut-être que je ne peux pas connaître la vérité, pas plus que tous les millions d'étrangers dans le monde qui semblent penser qu'ils la connaissent. Mais je sais certaines choses. Je connais notre famille, je connais mon fils, ou peut-être que je ne le connais pas et que je souhaite le comprendre, lui et ses actions, à travers ce processus, et dans une certaine mesure, je connais l'histoire du mariage qui nous a menés ici. Chapitre 1. Je pense pouvoir dire sans me tromper que nous, parents, n'avons qu'un seul rêve pour nos enfants. Nous voulons qu'ils soient heureux. Et le plus difficile, c'est que nous ne pouvons vraiment rien faire pour les aider à être heureux. Je pense que c'est surtout une question de chance, et la chance de mon fils s'est envolée assez tôt. Un jour, Chris nous a appelés pour nous dire qu'il avait rencontré une fille, qu'elle était spéciale et qu'il voulait que nous la rencontrions aussi. Pause. Jamie, sa fille aînée, qu'elle appelle Sarah dans le livre, a décidé d'organiser un barbecue. Je reprends. Nous n'étions pas vraiment nerveux, mais nous étions un peu surpris parce que Chris nous avait annoncé rapidement que sa nouvelle petite amie avait 40 ans, et comme il n'en avait que 24, je ne peux pas dire ce que j'ai pensé, mais j'étais tout de même déroutée. Lorsque Chris est arrivé, il était accompagné d'une jeune et jolie femme aux cheveux noirs, elle s'appelait Shannan et ne semblait pas avoir la quarantaine. Ronnie n'avait pas l'air de s'en préoccuper, mais Sarah et moi avons chuchoté dans la cuisine, nous demandant pourquoi Chris avait dit qu'elle était beaucoup plus âgée qu'elle ne l'était de toute évidence. Finalement, nous lui avons demandé. Il a souri et a amené Shannan qui a ri en disant que c'était son idée et que ce n'était pas hilarant. Nous avons ri aussi, mais à ce jour, je n'ai jamais compris pourquoi elle voulait que nous pensions qu'elle était beaucoup plus âgée. Pourtant, Chris semblait beaucoup l'apprécier et elle était très amicale et extravertie. Et de toute façon, qui peut aimer toutes les blagues ? Bon, Shannan aurait vraiment dû s'abstenir parce que c'est manifestement ce tout premier moment, un peu maladroit, qui fut l'élément déclencheur de l'antipathie de Cindy vis-à-vis d'elle. On reprend. Travailler dur, que ce soit pour sa propre satisfaction personnelle ou pour mettre un toit au-dessus de sa tête, quelle que soit sa taille, aide les gens à se sentir bien dans leur peau, et le toit que Shannan avait mis au-dessus de sa tête grâce à son dur labeur était un grand toit. En fait, c'était même un manoir. Et elle disait qu'elle l'avait payé à l'âge de 25 ans. Elle ne venait pas d'un milieu plus riche que celui de Chris, juste des gens ordinaires, et si elle avait gagné à la loterie, ce que j'aurais pu croire au vu de sa maison et de sa voiture, elle n'en a pas parlé, et je sais qu'elle l'aurait fait. Car dès le début, Shannan disait tout ce qu'elle pensait et nous a raconté sa vie. Nous avons tout de suite entendu parler de son lupus, de sa fibromyalgie et de ses migraines. Elle nous a également dit qu'elle avait récemment été victime d'un accident de voiture et qu'elle s'était blessée au cou. Elle a peut-être dit qu'elle avait également traversé le pare-brise, mais je n'en suis pas sûre. Elle semblait en bonne santé et heureuse toutes les fois où nous l'avons vue, alors je suppose que c'était une personne très forte. Comme je le disais dans la première vidéo sur cette affaire, il semblerait que Cindy remette en question la réalité de la maladie de Shannan.
J'ai l'impression que là, elle revient un peu sur le sujet et tente d'insinuer la même chose avec son « Je suppose que c'est une personne très forte ». Sous-entendu, dis donc avec tous les bobos pour lesquels elle nous rabâche régulièrement les oreilles, elle est quand même bien en forme. Mais ce n'est que mon avis. On poursuit. Quoi qu'il en soit, malgré une certaine confusion sur la façon de comment elle a pu se payer cette maison ou sur son lieu de travail, je pense qu'elle a tout simplement ébloui Chris. Certes, il subvenait à ses besoins et se débrouillait très bien, surtout pour son âge, mais elle vivait dans une maison qui avait coûté près de 500 000 $ et dont les meubles et les objets d'art valaient probablement la moitié de cette somme, et sa voiture était une escalade, après tout. Personnellement, beaucoup d'argent et de grandes maisons ne signifient rien pour moi. Je ne veux vivre nulle part ailleurs que dans notre petite maison de 100 mètres carrés jusqu'à ma mort, mais je sais que ces choses sont importantes pour beaucoup de gens, et c'est très bien ainsi. On dirait presque qu'elle en voulait à Shannan d'avoir ce niveau de vie si différent du leur apparemment. Et puis on dirait finalement que ça signifie bien quelque chose pour elle, si cela lui a semblé utile de le mettre dans son livre et d'en faire presque un chapitre entier dessus. Mais il s'avère aussi que d'après Chris, sa mère a toujours cru que Shannan lui cachait des choses sur son passé, notamment car elle était divorcée. Qu'elle s'est mis en tête qu'au début, elle trompait Chris avec son ancien patron, et sûrement aussi à propos de comment elle a pu se payer sa belle maison et sur son travail actuel. En tout cas, c'est ce qu'il ressort ici d'après moi. Pour finir, je cite, « Si elle avait commencé à lui parler de ce qu'il fallait faire avec l'argent, il l'aurait probablement écouté. Il semblait en tout cas écouter tout ce qu'elle lui disait depuis le début. » Voici une partie du chapitre 2. Nous avons rencontré ses parents ainsi que son frère lorsqu'ils sont venus à la maison et ils semblaient sympathiques. Je dois admettre que je ne cherchais pas à me rapprocher de Shannan, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que ses conversations étaient si personnelles qu'elles me mettaient un peu mal à l'aise. Passons au chapitre 3. Comme toutes les familles qui voient leur enfant adulte tomber amoureux, ce que nous pensons de cette personne n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que nous disons. Et si vous voulez continuer d'avoir une relation avec votre enfant, il vaut mieux ne rien dire du tout. Et c'est ce que nous avons fait. Je veux dire, qui sait, les gens sur internet me traitent de mère folle et possessive, et Chris a semblé y faire un peu allusion dans sa première interview, donc celle du 18 février 2019 à la prison. Il a dit « Ma mère était un peu hésitante, l'inspecteur s'est empressé d'ajouter « Oui, son bébé a grandi ». Il a haussé les épaules et a souri. Je dois admettre que j'ai été un peu surprise par sa réponse, parce que c'était juste quelques semaines après que Shannan ait écrit quelque chose sur moi sur Facebook, et elle avait beaucoup écrit. Alors pour commencer, c'est dans cette même interview qu'il avoue comment il a tué ses filles. Mais ça par contre, elle en fait abstraction. Nous n'allons pas nous attarder sur ses pleurnicheries quant au choix du mot hésitante par son fils parce que c'est clairement ridicule, mais surtout accentuons le fait que l'ordre de ses priorités est odieux, puisque quand elle dit « c'était juste quelques semaines après que Shannan ait écrit à propos de moi sur Facebook », c'est surtout quelques semaines après qu'elle ait été tuée par son fils en fait. J'ai du mal à croire qu'elle ait pu écrire ça. On continue. Elle a notamment déclaré que Sarah était l'enfant chéri et que Chris passait toujours après. Parfois, on ne peut vraiment pas gagner. La vérité, c'est que j'ai toujours été folle de nos 2 enfants et que Ronnie aussi. Mais oui, je suis extrêmement proche de ma fille qui est une jeune femme incroyable et qui, avec notre beau-fils adoré et très sympathique, partage généreusement son temps avec ses enfants, lui-même et nous. On a l'impression qu'elle veut prouver au monde entier. Et regardez, je suis une mère géniale, ma fille et moi on s'adore. Ce n'est pas moi le problème. Je ne suis pas une personne qui juge les autres. Je suis capable d'aimer et de respecter les gens. Voyez comme je m'entends si bien avec mon beau-fils. Sous-entendu, si je ne m'entends pas avec Shannan, ça ne vient pas de moi. Cela ne veut pas dire que je l'aimais plus. Nous avions tout simplement plus de choses en commun. Par exemple, nous aimons nous parler. Ce que Chris et Ronnie avaient en commun, eux, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de parler beaucoup lorsqu'ils étaient ensemble. Non pas que l'on puisse parler de toute façon lors de courses de dragster ou de NASCAR, sauf si l'on aime parler avec des porte-voix. Cela ne nous étonne pas puisque c'est exactement ce dont nous avons été témoins pendant l'interview de Chris, où il met des mots pour la première fois sur le sort de ses filles et de sa femme, où il explique à son père Ronnie que Shannan a tué les filles et qu'il a été pris d'une rage qu'il l'a tuée ensuite. Et on voit bien que son père n'a aucune émotion, qu'il ne demande pas plus d'explications, qu'ils ne se mettent pas à pleurer ensemble au moins sur le sort des petites. Non, il y a une absence totale d'émotion et de sentiments entre eux, même sur un sujet aussi grave. On continue. J'ai eu de la chance avec le choix de Sarah, Steve, moins avec celui de Chris,
mais je me suis dit que ce n'était pas forcément un désastre, que nous pouvions être polis et amicaux, et que si c'était le cas, peut-être que Ronnie et moi aurions un Noël sur 2 avec eux, et c'est vraiment le mieux que des parents puissent espérer. Pour en revenir à notre histoire, Chris était manifestement amoureux, nous nous taisions et poursuivions nos vies. Quelques semaines plus tard, Chris nous a appelés pour nous dire qu'il venait d'acheter une bague de fiançailles pour Shannan, une bague qu'ils avaient choisie ensemble, et avant que je puisse dire « félicitations », il m'a dit qu'il l'avait payée $12,000. Je dois dire que j'ai été choquée. $12,000, c'est un acompte pour une maison, où il aurait pu rembourser sa voiture, où c'était $1,000 de plus que ce qu'il avait dans ses économies. Et en plus, il était mécanicien automobile, pas le prince William ou Donald Trump. Peut-être que ce que je viens de dire fera rire les gens, parce que ce n'est peut-être pas beaucoup d'argent pour d'autres personnes, mais ça l'est pour notre famille. J'ai dit, mon fils, tu sais que l'argent ne pousse pas sur les arbres, tu n'aurais pas pu trouver quelque chose de bien pour moins cher ? Il n'a rien dit et je crois que j'ai passé le téléphone à Ronnie. Mais j'ai appris plus tard qu'il avait raconté à Shannan ce que j'avais dit et qu'elle était très en colère. J'étais désolée de l'apprendre car je m'étais efforcée de maintenir une relation avec elle pendant cette période. Alors, on est d'accord que $12,000 c'est beaucoup d'argent, mais d'un côté j'ai envie de dire, de quoi se mêle-t-elle ? Encore une fois, il faut qu'elle soit contrariante, qu'elle donne son avis, qu'elle minimise le geste de son fils. Au même moment où il lui apprend la nouvelle en plus, pas plus tard en face à face par exemple. Le fait qu'elle se sente obligée de faire ce genre de réflexion à son fils qui lui annonce la nouvelle, c'est vraiment nul. Et puis, on dirait qu'elle sous-entend que Chris n'était pas en pleine possession de ses esprits, qu'il est sous contrôle de Shannan qui lui a lavé le cerveau pour l'obliger à lui offrir une bague si coûteuse. Chris dira d'ailleurs lui-même qu'à partir de ce moment-là, Cindy n'arrêtait pas de dire des choses comme « Je n'avais pas besoin d'une bague comme celle-là quand j'avais ton âge. Je n'avais pas besoin de toutes ces choses sophistiquées quand j'avais ton âge. » Que c'était constant, qu'elle n'était jamais d'accord sur quoi que ce soit. Et puis comme si le fait que Shannan soit en colère après ça n'était pas une réaction normale, à laquelle elle ne pouvait pas s'attendre. Et la manière dont elle l'écrit, comme si ce n'était pas elle le problème, mais la réaction de Shannan. Encore une fois, elle n'assume pas la responsabilité de ses dires et remet la faute sur les autres. Elle fait très attention à ce que les autres, dont Shannan, disent au fond, mais ça ne s'applique jamais à elle. On continue. Elle avait l'habitude de me faire des confidences, et comme je l'ai dit, je n'ai pas l'habitude que quelqu'un que je ne connais pas soit aussi ouvert. Ou peut-être que le problème, de mon point de vue, était que toutes les confidences qu'elle me faisait portaient sur le fait qu'elle trouvait mon fils pathétique. Je suppose qu'il est possible qu'elle lui reproche ses défauts en me disant qu'il n'était même pas capable de faire la vaisselle ou de cuisiner. Ou que sa façon de s'habiller la gênait et qu'elle n'aimait pas ses cheveux ni son poids. Je n'aimais pas ça, et je sais que ça se voyait. Mais maintenant, elle allait devenir notre belle-fille, et cela signifiait que si Chris ne se souciait pas de ses critiques, je ferais mieux d'arrêter de m'en préoccuper pour lui. Nous allions prendre un nouveau départ, une remise à zéro. Cela commencerait à la maison à la plage que Sarah et Steve avaient déjà louée pour un prochain séjour, une semaine en famille. Chris avait déjà été invité, et nous savions qu'il amènerait Shannan avant même l'annonce de la bague. Le but était que nous passions tous du temps ensemble, que nous profitions les uns les autres et que nous soyons témoins de la demande officielle qu'elle voulait qu'il fasse avec la bague. Encore une fois, elle précise qu'elle voulait qu'il fasse, comme si son fils n'était pas capable de décider quoi que ce soit, même comment il voulait faire sa demande en mariage. C'est important pour Cindy qu'on se dise que c'est Shannan qui décide de tout, elle a besoin de le préciser. On reprend. Sarah, Steve, Wyatt, leur fils, et notre toute nouvelle petite fille étaient présents et s'amusaient bien eux aussi. Le soleil brillait et, du moins de mon point de vue, notre Wyatt était le soleil incarné. C'est un petit bonhomme si heureux et si beau, toujours prêt pour l'aventure. Et pour Wyatt, la présence de l'oncle Chris était comme si c'était Noël. Chris était à la fois l'oncle et le bon copain. Il jouait avec lui et semblait s'amuser autant que Wyatt. Ainsi, il ne voulait même pas prendre son petit déjeuner le matin sans inclure son oncle Chris et il se rendait directement dans la chambre où Chris et Shannan logeaient, frappait et criait bonjour afin de réveiller Chris pour qu'il ne manque aucune partie de la fête. Comme toutes les grand-mères en adoration, et j'en suis une, j'ai trouvé ça adorable, comme tout le monde. Enfin, pas tous apparemment. Donc là, on en est à 5 paragraphes pour expliquer que Chris est le meilleur des fils et des oncles, car il adore s'amuser avec son neveu, à mon avis pour faire allusion au fait, inconsciemment ou pas, qu'il n'a pas pu faire du mal à ses filles, lui qui est si merveilleux avec les enfants. Mais qu'est-ce que Shannan a-t-elle bien pu faire à ce pauvre petit Wyatt ? On continue.
Le deuxième matin, Chris m'a trouvé dans la cuisine et m'a demandé d'empêcher Wyatt de frapper à leur porte. Il a dit que Shannan n'aimait pas ça et que ça ruinait son sommeil du matin. Agacé, je lui ai dit qu'il pouvait le dire lui-même à sa sœur s'il voulait que cela cesse, mais qu'il savait à quel point Wyatt l'aimait et que cela le blesserait. Qu'est-ce que cela pouvait bien faire et qu'il n'était pas si tôt ? Chris a eu l'air un peu gêné et a haussé les épaules en disant « C'est aussi ses vacances à elle. » J'imagine. La fin du paragraphe ressemble quand même beaucoup à une prise d'otage pour le faire culpabiliser, ce qui n'est pas très raisonnable. Mais à mon avis, c'est accorder beaucoup trop d'importance à cet événement. Tout ce remue-ménage pour prouver que Shannan est une femme méchante et tourner toute cette histoire comme un geste égoïste et sans amour de la part de la jeune femme, alors que c'était si mignon de la part de petit Wyatt. C'est vraiment risible. Certaines personnes pensent que Chris aimait jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire monter sa mère et Shannan l'une contre l'autre, comme par exemple le fait que... Il a donné le prix de la bague à sa mère alors que ça ne la regardait pas, mais bon, il était peut-être juste très fier de lui de pouvoir se la payer, c'est possible aussi. Il a répété à Shannan ce que sa mère a dit à propos du prix de la bague, il savait forcément que ça allait l'énerver. Il est allé voir sa mère à propos de Wyatt. Pourquoi ne pas être allé voir sa sœur directement, entre adultes ? Selon certains, il aimait jouer les médiateurs et attirer l'attention sur lui en étant celui qui se trouve au milieu de deux femmes en conflit qui se battaient pour lui. D'après d'autres, le choix d'une femme comme Shannan était peut-être un moyen inconscient d'atteindre sa mère. On termine. Tout le monde s'est un peu étouffé à l'idée qu'il allait y avoir un mariage, puis nous sommes tous rentrés chez nous. Même si je n'aurais pas dit que tout s'était bien passé, j'ai décidé d'essayer de ne plus y penser et de passer à autre chose. C'est alors que j'ai reçu un courriel de Shannan qui m'a complètement choquée. En gros, elle voulait me faire savoir qu'elle ne m'aimait pas du tout. Elle pensait que j'avais une mauvaise influence et que j'étais une mauvaise mère pour Chris. Elle m'a dit qu'elle savait que je ne l'aimais pas non plus et que moins nous nous verrions, mieux ce serait. Je ne lui avais jamais dit un mot méchant, j'avais l'impression de m'être pliée en 4 pour l'accueillir dans notre famille et je pensais aussi, à tort évidemment, que j'avais caché mes doutes à son sujet. Ce serait mentir que de dire que je n'ai pas été complètement dévastée par cet email. De toute ma vie, personne ne m'avait jamais dit une chose pareille. Comme Chris, je suis timide, je ne me dispute pas avec les gens, je n'élève pas la voix. J'ai pleuré et je l'ai montré à Ronnie, qui m'a dit de ne pas répondre et d'oublier. Mon mari est vraiment capable de faire des choses comme ça. Je n'ai pas suivi son conseil, mais je regrette de ne pas l'avoir fait maintenant, parce que tout cela n'a plus d'importance. Mais c'était le cas à l'époque, et c'est ce dont je dois me souvenir aujourd'hui. Je lui ai répondu, je lui ai dit à quel point elle m'avait blessée, je lui ai dit que j'essayais, que cela en avait l'air ou non, de me réconcilier avec elle. Je lui ai dit que je n'aimais pas la façon dont elle parlait de mon fils, ni la façon dont elle avait agi avec mon petit-fils, mais qu'au moins je faisais un effort. Puis je crois que je lui ai dit que je n'aurais jamais écrit un courriel comme celui-ci si je n'avais pas reçu le sien, et que tout cela semble si stupide et mesquin aujourd'hui, mais c'était le cas à l'époque, laid et mesquin. Je n'ai rien dit à Chris parce qu'il venait de se fiancer et que ça l'aurait contrarié, et Ronnie m'a dit de ne pas le faire, et il avait probablement raison. Encore une fois, d'après moi, elle veut se poser en victime, gentille belle-mère qui se fait malmener par sa belle-fille sans raison. On ne connaîtra jamais la teneur de cet email. Était-il violent et sorti de nulle part comme elle veut le faire croire, ou exagère-t-elle la situation ? Et puis Cindy dit en gros, donc si ça se trouve, ce n'était pas réellement le sujet du mail, mais plutôt la manière dont l'a perçu Cindy. Elle dit, c'était si stupide et mesquin de la part de Shannan d'écrire ce genre de mail, mais pour moi vraiment c'est son livre qui est stupide et mesquin. On peut finalement retenir qu'après tout ce qu'il s'est passé, Cindy Watts continue à blâmer Shannan, n'hésitant pas à la critiquer ouvertement, même après sa mort. Après tout ce qui est arrivé, comment peut-elle continuer à s'en prendre à elle ? Elle veut montrer à tout le monde que d'après elle, son fils si parfait a fait une mauvaise rencontre qui lui a coûté le reste de sa vie. Comment peut-on avoir si peu d'empathie pour une victime, et publiquement en plus ? D'aucuns penseraient qu'elle garderait ses pensées pour elle par respect pour la famille de la victime, mais elle n'a aucun respect pour eux. On dirait qu'elle méprisait tellement Shannan qu'elle est aveuglée par le reste de la situation. Que c'est comme si cela influençait la conviction qu'elle a ou qu'elle avait de la culpabilité de son fils. Ajoutez à cela le fait qu'accepter que son fils ait assassiné de sang-froid ses propres enfants doit être une chose extraordinairement difficile à faire, et vous obtenez une tempête parfaite de déni et d'accusations déplacées. J'ai vraiment essayé de donner à Cindy de la compréhension et de la compassion, mais elle ne peut pas s'empêcher de s'enfoncer.
pourquoi continue-t-elle d'être si dure envers Shannon? Sûrement parce qu'elle a toujours des doutes et des questions. Mais après les confessions de son fils, plusieurs mois avant qu'elle n'écrive ce livre, confession qu'elle a forcément lue puisqu'elle y fait elle-même référence, elle ne devrait pas pouvoir avoir ce genre de récit. Avec tous les détails qu'il a donnés, il n'y a plus aucune raison de croire qu'il est innocent. Shannon est morte, assassinée par son propre mari. Elle ne peut plus se défendre. Il est consternant que la famille Watts ne lui permette pas d'être en paix. Les parents de Shannon, qui ont également vécu une tragédie, n'ont pas utilisé les médias sociaux pour attaquer l'homme qui a assassiné leur fille. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous!